Dans le cas d'Eric, l'évolution clinique a été bénigne, comme chez la plupart des patients atteints de la fameuse grippe A. Sur quoi se fonde alors la menace ressentie dans le monde entier? Les virologues sont rapidement parvenus à la conclusion que le virus était moins nocif qu'on ne le supposait. Université de Bonn. Christian Drosten est l'un des virologues qui ont découvert le virus du SRAS. Le syndrome respiratoire aigu sévère avait déclenché la première pandémie du siècle au printemps 2003. À l'époque, 8000 personnes l'avaient contracté. 918 étaient décédés quelques jours après l'infection, soit 10% des malades. Le SRAS représentait une menace importante du fait du taux de mortalité élevé, mais sa propagation avait rapidement été enrayée. Aujourd'hui, la situation est très différente. Le danger avec le virus de la grippe A, c'est qu'il touche tellement de gens qu'il se propage dans le monde entier. Mais à l'échelle d'un individu qui a contracté le virus, la létalité, la probabilité d'en mourir est extrêmement faible. Elle tourne autour de 0,1%, même si les statistiques actuelles ne permettent plus une grande précision, car les cas sont trop nombreux aujourd'hui pour être tous recensés. Dans le cas du SRAS, la létalité était 100 fois plus élevée. 10% des malades atteints du SRAS en sont morts. Selon les estimations, la grippe classique fait déjà à elle seule plus d'1 demi-million de morts par an dans le monde. En Allemagne, les experts prévoient que la grippe saisonnière tuera entre 8 et 11 000 personnes au moins durant les mois d'hiver. En France, les estimations se situent entre 4 et 6 000. Le besoin de se protéger contre les virus invisibles existe déjà depuis longtemps. Et il a souvent suscité des réactions étranges. Unter der Grippeabwehrhaube Marke Agrippina gerät man zwar leicht ins Schwitzen, aber dafür können einem die kranken Nachbarn ruhig etwas husten. Après la déclaration de pandémie de l'OMS, les pays réagissent de manière très différente. À Taïwan, les autorités sanitaires déconseillent de parler dans les ascenseurs. Paris recommande aux Français de renoncer à la traditionnelle bise pour se saluer. Mais très peu s'y tiennent. Même l'Église catholique y va de ses consignes. L'archevêque de Naples interdit aux fidèles d'embrasser le reliquaire de San Gennaro comme il le faisait depuis des siècles. Une solution simple et sensée pour se protéger contre tous les virus, se laver fréquemment les mains. Autant de mesures de précaution efficaces, mais peu intéressantes commercialement parlant, en particulier pour les fabricants de médicaments. Le VFA défend les intérêts de 39 laboratoires pharmaceutiques allemands. Ici, on met vivement en garde contre les risques éventuels. Jusqu'ici, la dangerosité du virus est encore très faible. Mais une petite mutation peut changer cela quasi instantanément. La grande question est de savoir si ce virus va rester relativement bénin ou s'il va faire un bond, évoluer vers un virus pandémique vraiment dangereux. L'industrie pharmaceutique et l'OMS sont unanimes. Face à la menace mondiale de grippe A, le recours aux médicaments s'impose. Car il faut protéger la population. C'est un vieux principe marketing des laboratoires pharmaceutiques. S'ils veulent bien vendre leurs produits, il faut que les consommateurs aient peur et y voient leur salut. Alors on crée une psychose pour que les consommateurs craquent et se ruent sur le vaccin en question. Au début du siècle dernier, une seconde vague de grippe espagnole avait fait 2 millions de morts. Un spectre qui ressurgit aujourd'hui. Mais à en croire les experts comme Patrick Zilberman, historien de la médecine, la situation n'est absolument pas comparable. La plupart des gens qui sont morts à cette époque de la grippe espagnole ne sont pas morts directement de la grippe. Ils sont morts des surinfections bactériennes, pneumonie, bronchopneumonie, etc., qu'aujourd'hui nous pourrions soigner grâce aux antibiotiques.
Et c'est certainement là l'une des raisons, une seulement, mais une des raisons essentielles qui nous empêche de faire la comparaison. La pandémie aujourd'hui est assez modérée et n'a strictement rien à voir avec celle de 1918. Comme tous les virus de la grippe, le H1N1 est un de ceux dont la capacité à muter est la plus grande. Ces mutations peuvent faire apparaître de nouveaux types de virus dangereux. Mais pour les experts, les probabilités sont faibles dans le cas présent. On pourrait effectivement envisager que ce virus s'approprie certains segments génétiques d'autres virus très dangereux, comme ceux de la grippe aviaire, et qu'il devienne très virulent à son tour. Mais là encore, il faut être très prudent avec ce genre d'affirmation, car le virus est déjà très performant dans sa configuration actuelle. Et il ne gagnerait probablement pas grand-chose en mutant. Car une mutation aussi importante s'accompagne presque toujours d'une période plus difficile pour le virus. Or, l'objectif d'un virus n'est pas de tuer, mais d'exister. Et c'est d'autant plus facile pour lui si ses hôtes continuent d'évoluer dans leur environnement et ne tombent pas gravement malades. Alors pourquoi l'OMS a-t-elle décrété qu'il s'agissait d'une pandémie? Par simple précaution ou catastrophisme inutile? Ses détracteurs lui reprochent sans cesse une trop grande proximité avec l'industrie pharmaceutique. Ils estiment que l'OMS se laisse influencer par les intérêts économiques des laboratoires. Avant d'arriver à l'OMS, beaucoup de gens ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique et en ont gardé l'état d'esprit. Si bien qu'aujourd'hui, ils veillent à ce que les décisions de l'OMS servent aussi les intérêts des laboratoires.